Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le 6e épisode du podcast. Avant de passer à l'écoute de la thématique, je voulais juste vous informer que ce que vous allez entendre par après a été réalisé lors d'un webinaire que j'ai enregistré avec A2Kids. Et donc du coup j'ai voulu le laisser à l'état naturel et je voulais aussi vous partager pourquoi il me tient particulièrement à cœur en ce moment de vous partager cette thématique. Dans quelques heures ma fille fêtera ses 9 ans et comme vous allez l'entendre, la parentalité est pour moi un voyage qui nous ramène souvent à notre propre histoire. Et je vous laisse donc découvrir cet épisode en espérant qu'il résonnera pour vous autant qu'il a résonné pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle écoute. À très vite. Bienvenue, moi c'est Tracy. Je suis maman d'une petite fille qui a maintenant presque 9 ans et je suis aussi kinésiologue suite à une reconversion professionnelle parce que j'ai fait un burn-out. Alors il y a eu une association de plein d'événements aussi bien professionnels. Il y a eu le personnel également, la découverte de la maternité avec toutes ses joies et tous ses lots de challenges. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis beaucoup interrogée sur les émotions et c'est par le parcours avec ma fille et la maternité que ça m'a beaucoup, indiqué, le chemin à prendre. Et donc, du coup, j'exerce dans les Hauts-de-France et je suis, certifiée en kinésiologie et également en animatrice brain gym, pour accompagner, les émotions et les apprentissages parce qu'on apprend toute notre vie. J'ai plusieurs outils à mon arc, j'ai le FT créatif, le génogramme, donc d'où le fait qu'on parlera un peu plus de transgénérationnel. J'ai également, des aspects en naturopathie, en naturopédiatrie précisément, donc du coup, je fais des ateliers également, pour accompagner les femmes, dans leur, la pré la, comment dire? Prévoir le postpartum, et cetera. Et je suis aussi, depuis, tout récemment présidente de l'association Éclosion SOPK, parce que je suis concernée par, cette thématique qui touche quand même, une femme sur 7 et que en fait, tout ça, vous allez voir, fait partie de mon cheminement et a aussi contribué à mon rôle, dans la maternité. Et donc du coup, c'est important aussi pour moi de vous, parler de cette association. Mais bon, voilà. Là, aujourd'hui, ce qu'on a envie d'aborder ensemble, donc la thématique que j'ai nommée «Quand l'enfant et la parentalité viennent réveiller nos émotions vécues dans notre enfance et notre famille». Et comme je vous ai dit, c'était challengeant pour moi parce que voilà, il fallait trouver les bons mots pour bien expliquer ce que j'avais vraiment ressenti moi dans mon corps, ce que j'avais pu aussi, de par mes expériences, de par comment dire? Mes séances, professionnelles et cetera, ce que j'avais pu, identifier. Et donc du coup, j'aurais préféré, là, si vous me permettez, j'aimerais la rebaptiser plutôt «La parentalité comme opportunité de croissance» parce que je vois vraiment ça, comme vraiment une opportunité d'évolution et heu et donc du coup, cette perspective-là me parle un peu plus que quand j'ai écrit, la thématique, de départ. Je voulais aussi, vous, parler donc, toutes les informations qui sont données ici sont vraiment le fruit, de mes recherches personnelles pour mon cheminement, de mon expérience en cabinet, mais également, professionnelle puisqu'il y a aussi des outils de formation, hein, que j'utilise aussi en cabinet et je suis notamment, actuellement en train d'explorer l'analyse transgénérationnelle, d'où le fait, de cette conférence, mais aussi parce que j'ai, l'ambition de proposer, à Two Kids un atelier, pour construire son génogramme et donc du coup peut-être mettre en lumière des choses, de transgénérationnel. Mais, cette partie-là arrivera plutôt dans le premier semestre 2025. Voilà, donc du coup tout a commencé quand je suis devenue maman, bien évidemment. Et donc du coup, avant de pouvoir, continuer, je vais vous donner quelques informations, notamment sur, le transgénérationnel, la psychogénéalogie et aussi le concept d'enfant intérieur. Parce que ça, c'est 2 concepts qu'on va revoir là, ici et c'est pour ça que c'est intéressant, d'étudier la parentalité dans son ensemble, parce qu'on va étudier le rôle que nous, on a avec nos enfants, mais également
le rôle que l'on a avec nos parents. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment le lien parent-enfant, mais en fait sur plusieurs générations. D'où le fait que tout à l'heure, Isabelle, vous nous partagiez, que c'était intéressant pour vos petits-enfants, mais que vous voulez savoir un petit peu, voilà, on est au bon endroit au niveau transgénérationnel parce que, ben, ce que vous travaillerez aujourd'hui, demain, dans 1 an, 5 ans, peu importe, permettra justement, et ben, à vos descendants ou vos ascendants de se libérer et de voyager un peu plus léger et aussi de pouvoir être, eux, en fait et vous aussi pleinement vous. Voilà. Donc la psychogénéalogie, c'est une approche thérapeutique qui a été, fondée par Anne Ancelin. Alors j'arriverai peut-être pas forcément à le dire, Schützenberger. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, hein, elle a écrit quelques bouquins, au niveau du transgénérationnel et elle parle notamment, dans le livre «Aïe mes aïeux», donc ça, c'est très intéressant pour comprendre un peu les principes. Et elle a étudié justement, les répétitions de schémas générationnels et les loyautés invisibles qu'on pourrait avoir avec notre famille, pour justement accompagner les individus à se libérer dans des transmissions, pardon, inconscientes. Il y a un deuxième concept du coup aussi, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur là a été, mis en lumière, par, Carl Jung, sur le fait que, ben, on a plusieurs parts en nous et notamment on aurait la part parentale, on aurait notre parent intérieur, donc notre mère, notre père intérieur et l'enfant intérieur. Et que bien souvent, au fur et à mesure, de notre, vie, justement, on contacte quand même beaucoup de choses en lien avec l'enfant parce qu'il faut savoir que, là, c'est de la numérologie. En numérologie, vous avez un premier cycle formatif qui intervient à peu près dans les 30 premières années. Hop. Donc du coup, j'en étais, au fait qu'en numérologie, on a des cycles et le premier cycle jusqu'à nos 30 ans à peu près est notre cycle formatif. Donc en fait, c'est, on va de par le l'accompagnement de nos parents, engranger des systèmes de croyances, voir, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, un peu voilà, on va apprendre en fait, on va apprendre des relations, on va apprendre de ce qui se passe autour de nous et dans une autre partie, donc dans la partie où je pense là, on est un peu cette tranche d'âge-là, 30, 50 ans, on va dire, on est dans cette partie d'affirmation de soi. On se dit: «Bon voilà, ça ça me convient pas» et cetera et bien souvent, même si ça arrive encore un peu plus jeune, hein, bien souvent, c'est à ce moment-là où on devient parent, justement et donc du coup, là, il y a ce moment où, bah, voilà, on est parents et il y a plein de choses qui se passent et ça, moi, j'appelle ça un raz-de-marée, et en toute bienveillance et sans jugement. Parce que, ben, je la remercie aussi ma fille, d'être entrée dans ma vie pour me permettre justement cette évolution parce que, beh, je suis de plus en plus proche de moi-même et ça me permet aussi moi de l'accompagner dans son cheminement parce qu'elle aura aussi des choses à travailler bien évidemment et que notre rôle de parent est justement de leur permettre la sécurité, de se sentir bien et puis de pouvoir évoluer, dans leurs relations. Alors, tout ce qui va être ici sont des pistes de réflexion et des hypothèses. Je n'ai pas la science infuse et notamment, ce qui était important pour moi de dire, c'est que, chaque famille est unique, chaque personne est unique. Donc du coup, ben, il faut explorer d'un point de vue personnel aussi pour pouvoir faire sa propre réflexion. Là, vraiment, mon objectif, il est de vous permettre de vous interroger sur votre cheminement personnel et parental et encore une fois, sans jugement et sans culpabilité parce que, comme je le disais au tout début, mais certaines nous ont rejoints entre 2. C'est important pour moi aussi de trouver les bons mots pour ne pas culpabiliser, mais pouvoir aussi mettre en lumière et se dire: «OK, moi mon rôle de parent est que je peux me remettre en question à ce moment-là, pour permettre justement une meilleure relation avec mon enfant et que ça soit plus fluide entre nous». Ou en tout cas, ça peut mettre en lumière aussi moi ce que j'ai besoin d'aller, explorer. Pas forcément que la relation avec l'enfant, parce qu'il y a aussi la relation avec le conjoint, la relation avec la société. Voilà, donc c'est vraiment pour mettre, tout ça en lumière, donc sans culpabilité, sans jugement. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a, ce qu'on nous a appris et nos parents ont fait la même chose. Ils ont fait, comme ils ont pu. Alors je sais que ça peut être un peu complexe quand on a vécu des situations un peu, comment dire? Bah, des enfances, traumatiques ou des enfances compliquées. Heu Comprendre son cheminement et aller explorer ça, ça ne veut pas dire que, on acquiesce tout ce qui s'est passé et ne pas valider. Au contraire, on vient valider nos propres émotions et c'est en validant nos émotions qu'on évite, hein, d'engranger, des problématiques, d'ordre, bah, physique, émotionnel, psychologique et cetera.
Je vous invite à poser vos questions en fin de conférence s'il y en a. N'hésitez pas à me mettre des petits messages. Si même vous voulez échanger après, c'est avec plaisir, on pourra s'arrêter quelques minutes. Bien évidemment que je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions, ça voilà, mais si jamais, j'ai des pistes et en tout cas si j'ai des supports à vous proposer, je le ferai avec plaisir. Et je vous invite aussi à prendre ce qui est simple et juste pour vous. Parce que tout ne peut pas parler à tout le monde et c'est tout à fait OK et là, moi, ma vision et mon cadre en tout cas, c'est que vous puissiez, garder votre libre arbitre et aussi, être dans le plein discernement. Donc voilà, c'est vraiment une ouverture, on va dire. Voilà. Donc mon message du jour vraiment, c'est, comment transformer le lien parent-enfant en opportunité de guérison, personnelle et familiale parce que ça me paraît, voilà, ça me paraît essentiel. Et avant tout, bah, c'est intéressant de pouvoir, mettre en avant la définition d'une famille, parce que, voilà, je sais aussi que, il y a des personnes qui peuvent couper les ponts avec leur famille et cetera et donc c'est important de pouvoir dire, que la famille, c'est un système, vraiment, d'ailleurs, il y a des thérapies, hein, qui sont, utilisées par les psychologues, les psychologues cliniciens qu'on appelle thérapie systémique. Et qui vient vraiment mettre en lumière ce système. Donc, en gros, la famille, on est tous interconnectés, hein, dans nos énergies, dans nos cellules, interconnectés. Et donc du coup, dès que quelqu'un, vivra, une émotion, comment dire? Une problématique, un trauma et cetera et ben, ça va venir engendrer des petits bouleversements, alors à hauteur, voilà, en fonction aussi du trauma, hein, mais voilà, donc du coup, forcément, si vous explorez ces pistes-là, que vous mettez en lumière et que vous travaillez, sur vous, sur certaines situations, vous aurez forcément un impact, bah, sur votre enfant, sur votre conjoint et également sur vos ascendants. Parce que, ça, c'est un concept de psychogé où on a un impact aussi sur les ascendants, sur ce qu'ils ont pu, vivre. D'ailleurs, peut-être que ça vous parle un petit peu, lorsqu'on expérimente, hein, on est très fatigué, on est énervé et cetera. On a, en général, tout autour, il y a toujours, soit la maman qui appelle en disant: «Ah, j'ai eu ce clash-là» et cetera. Ou alors l'enfant qui est en état de demande d'attention, à fond. Voilà, ça peut se mesurer comme ça. En tout cas, c'est aussi un concept qu'on utilise en kinésiologie. Et je vous expliquerai du coup pourquoi, tout en dessous, vous allez avoir des exemples justement de séances pour pouvoir mettre un peu plus en lumière et en pratique, ce que je vous dis. Mais ça sera pareil en kinésiologie, quand on observe justement chez soi, en général, on peut voir les comportements autour changer. Alors ça ne veut pas dire qu'on a changé les personnes parce que vous ne pourrez jamais changer les personnes, même si, vous avez envie d'absolument rétablir une relation, vous sentir bien avec, vous ne pourrez pas les changer. Par contre, vous pouvez changer la perception de la situation et c'est ça qui est vraiment intéressante. Voilà, donc du coup, voilà pour, cette première définition de la famille et pour moi la parentalité, elle commence dès qu'on a le désir, de devenir parent. Je ferai un petit focus à la toute fin, par rapport au désir, de grossesse et aussi, à ce désir de parentalité qui parfois ne peut pas forcément être, comment dire? Alors je ne trouve pas le terme, mais en gros on n'accède pas à cette parentalité, dans certaines façons. Alors il y a les parcours PMA et cetera, mais voilà. Donc ça peut être aussi intéressant si jamais vous connaissez des personnes, pourquoi pas de leur parler un peu de ces outils, formidables. OK. Donc nous, les défis qu'on rencontre parents, futurs parents, mais même, grands-parents, puisqu'on a été parents à un moment, c'est pour moi des leviers, puissants pour, aller explorer nos propres expériences d'enfance et révéler des dynamiques de famille parfois, des croyances. Parce que, je pense qu'on s'est tous posé la question, hein, quand, on devient parent: «OK, qu'est-ce que, j'ai hérité de mes parents? Est-ce que j'ai vraiment envie de réagir pareil? Qu'est-ce qui est bien?» Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je ne prends pas? Et cetera. Et donc du coup, bah, parfois on peut se rendre compte qu'on a été, dans un système avec des croyances qui ne nous conviennent plus, pardon. Et donc voilà, donc là, ça va être, la on va dire, comment? Cette mise en lumière de dynamiques familiales qui parfois peuvent ne pas être forcément que aussi en lien avec le grand-parent, peuvent être en lien avec l'arrière-grand-parent ou même jusqu'à cette génération. Je vous expliquerai également, au-dessus. Voilà, donc du coup, les principaux challenges qu'on pourrait rencontrer en tant que parents, j'ai voulu, vous mettre plusieurs points et donc mettre des focus sur, des situations et par exemple les attentes et la pression.
qu'on pourrait, nous ressentir, mais également l'enfant pourrait ressentir. Alors pourquoi? Parce que j'ai reçu en cabinet, un enfant qui, du coup, avait ce souci de perfectionnisme vraiment, qui voulait absolument avoir les meilleures notes et cetera, alors que du coup dans la dynamique, le parent était tout à fait, en mode, «Mais tout va bien, tu as pas besoin de te mettre la pression, tu fais de ton mieux». Vraiment un parent très encourageant, et en fait au fur et à mesure de la séance, on s'est rendu compte que, le parent, heu, a eu de par son père, justement, cette pression à la réussite. Et donc du coup, le parent a voulu casser ce schéma-là, donc sans mettre, la pression à son enfant et cetera. Mais l'enfant, puisque c'est, vraiment cellulaire, l'enfant là s'est rendu compte que, en fait, c'était une croyance, qui était, transmise dans la famille. Donc du coup, le parent vient aussi travailler ça et donc ça permet de venir rétablir et donc, de permettre à l'enfant, de lui-même, voilà, utiliser ses compétences et se sentir mieux, dans son quotidien sans se mettre trop cette pression-là. Donc il y a cette notion de pression. Il y a aussi, des attentes inconscientes parfois par rapport à un deuil familial. Donc quand dans une famille, on a pu, vivre, un deuil et que les émotions, hein, vous savez, il y a plusieurs étapes de deuil et parfois on reste figé dans une étape et c'est tout à fait OK. Parfois, il y en a qui feront leur deuil assez rapidement, d'autres, ça sera sur toute une vie. Mais là, cette fois, j'avais reçu cet enfant qui était vraiment, en début d'adolescence en plus et en recherche de qui il était. Et en fait, au fur et à mesure, de la séance, on a pu se rendre compte que, la maman disait que il a été le rayon de soleil de toute la famille puisqu'à ce moment-là, il est venu réparer, ce deuil de la famille et donc du coup, il a pu, mettre les mots sur ça et puis surtout se différencier. Il n'est pas la personne, il vient pas la remplacer, donc il avait pas besoin, de vivre cette tristesse et donc il pouvait vivre sa vie. Donc il pourrait y avoir aussi des attentes comme ça inconscientes. Juste, je précise que toutes les séances-là ont été, comment dire? Les parents sont venus en séance parce qu'ils ont pu voir que, il y avait une problématique avec leur enfant ou en tout cas le lien parent-enfant était un peu, déséquilibré et que c'est suite à ces séances qu'on a pu mettre, ça en lien. C'est pas le parent qui arrive en disant: «Voilà, j'ai des attentes inconscientes, voilà, voilà». Donc c'est vraiment ce qui a été mis en lumière avec la kinésiologie. On peut avoir aussi des, transmissions de, croyances limitantes. Là, j'avais un petit garçon qui, voulait absolument devenir, enfin, il veut devenir, footballeur professionnel et en fait, tout au long de la séance, la maman disait: «Oui, mais non, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Oui, mais non, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie» et donc du coup, là, il y avait vraiment un vrai conflit parce que c'était très, très compliqué, pour eux d'échanger. Le garçon était très lucide: «Ah ouais, mais toi, c'est toi qui ne veux pas que je fasse ce que je veux et cetera». Donc du coup, voilà, on a pu, mettre ça en avant le parent, après n'a pas voulu, poursuivre, lui, son accompagnement pour lui parce que là, en l'occurrence, c'était cette mise en lumière-là. Mais en tout cas, voilà, une petite graine, a été lancée. On peut aussi, du coup, mettre en lumière les blessures émotionnelles non résolues, nous, en tant qu'enfants. En fait, quand on devient parent, vraiment, c'est voilà, notre enfant, en plus, s'il occupe la place qu'on a pu occuper nous, par exemple, si, votre premier enfant et que vous, vous êtes aîné, il y a cette forme d'enfant miroir, on va dire ça comme ça, parce qu'on est tous les miroirs les uns des autres et donc du coup, voilà, il peut y avoir ce lot d'émotions, surtout si c'est en plus un enfant du même sexe que le parent, en général, ça voilà, ça vient chambouler un petit peu. Si c'est le sexe opposé, ça peut venir chambouler dans la relation avec notre propre parent, avec le sexe opposé. Donc on peut avoir une attente de réparation d'une blessure de la famille, hein. On pourrait, très bien se dire: «Ben, voilà, comme j'ai pas eu, l'amour que je voulais, avec mes parents, je peux, voilà, mettre tout sur, l'amour que je veux avec mes enfants» et voilà, histoire d'être comblé. Il peut y avoir aussi, combler un vide affectif, là, c'est souvent on voit les parents qui sont enfin les enfants pardon, qui sont en constante demande d'attention. Alors, moi je dis souvent aux parents, «Vous pouvez pas remplir, le verre d'eau, de votre enfant si vous, votre propre énergie n'est pas comblée en fait». Donc, si vous avez un verre d'eau et une bouteille vide, si vous voulez remplir le verre de quelqu'un, vous ne pourrez pas le faire. Parce que, vous n'avez pas. Donc, du coup, bien souvent, quand, il y a ces demandes d'attention, justement, c'est peut-être parce que le parent, il a besoin de porter un peu plus d'attention à lui-même ou à l'enfant qu'il a été,
pour pouvoir remplir ses propres besoins et pouvoir après combler, mais vous allez voir qu'en fait, vous n'avez même rien à faire puisque ça va se faire naturellement. Ça vient se rééquilibrer vraiment. Moi, je l'ai expérimenté avec ma fille, c'est assez flagrant. Il peut y avoir aussi des conflits de loyauté ou des difficultés à assumer le rôle parental. Là, ça vient d'une séance d'une petite fille, qui ne voulait pas du tout grandir. Vraiment, c'était très, très compliqué pour elle, hein, à 8 ans, c'était impossible pour elle de libérer son pouce, libérer son doudou et du coup, il y avait des problématiques, d'ordre orthophonique et donc en fait, on s'est rendu compte déjà, bah, qu'il y avait, eu la maman avait eu des émotions au tout début de la conception parce que, ben, elle a appris qu'elle était enceinte alors que, ben, c'était pas forcément c'était une surprise. Il y a eu des questions d'interruption, volontaire de grossesse et donc voilà, donc là, à ce moment-là, il y avait ce rôle-là qui était, voilà, je deviens parent et en plus de ça, il y a aussi, la mamie qui était, qui vraiment avait un rôle très, très important dans ce trio-là, en fait. Et du coup, la fille, agissait un petit peu comme en étant encore l'enfant et du coup, prenait pas son rôle forcément, parental et donc du coup, ça a pu, enfin voilà, il y a une espèce de transfert donc qui peut se faire. Je reste l'enfant, en fait, l'enfant qui vient mettre en lumière: «Maman, prends ton rôle de maman aussi». Hem, c'est une de mes collègues qui l'a eu en orthophonie et visiblement, il y a au moins le doudou, est toujours présent. Il y a pas de souci, de toute façon, un doudou est important, il y a pas de souci. Mais en tout cas, il y a une meilleure élocution et il y a une envie, en tout cas, d'aller, voir un peu plus, loin, dans les apprentissages. Il peut y avoir des réactions d'émotions transgénérationnelles, par exemple dans les jalousies frères-sœurs, j'ai eu ce cas-là aussi, où là, le parent se rend compte qu'en fait, effectivement, ben, son parent à lui n'avait pas forcément, alors là, c'est encore une fois une perception, hein. Voilà, il y avait 2 enfants. À l'arrivée, du petit frère, ben, voilà, papa, maman ne s'occupent plus trop de moi. Il y a une histoire de jalousie et en fait, avec les enfants, alors que pourtant, encore une fois, le parent fait en sorte de donner tout ce qu'il faut, aux 2 enfants et ben, ça a été mis en lumière parce qu'il y avait vraiment une rivalité. C'était très, très compliqué, pour cette petite fille de 5 ans là qui accueillait, son petit frère. Voilà, donc vous voyez un peu l'effet miroir, hein, qui peut se faire aussi en émotion transgénérationnelle. Alors après, on est tous aussi, confrontés à la gestion des émotions. D'ailleurs, enfin, c'est la plupart, des thématiques, hein. On vient me voir me disant, voilà, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Alors déjà, je parle pas de gestion des émotions, c'est vraiment un accompagnement. C'est plutôt gérer le stress ou gérer le conflit qui peut être en lien avec cette émotion-là. Et donc, bah, du coup, là, je vais vous parler un peu plus de mon histoire personnelle parce que, moi, je sais que j'ai toujours eu, et encore une fois sans jugement, une difficulté avec, ma maman. C'était très, très compliqué. Alors elle est là et cetera, mais la relation n'est pas forcément proche et en tout cas, moi, j'ai pas reçu ce que moi j'avais envie de recevoir à ce moment-là. Parce que, bah, on était plusieurs et cetera et en fait, j'ai étudié mon génogramme là au mois de juillet et en fait, quand j'ai pu poser, je me suis rendu compte que dans tout l'arbre généalogique, donc des 2 côtés de mes parents, donc pas uniquement que ma mère, des 2 côtés, il y avait toujours une histoire avec la mère, c'est conflictuel, avec le père, c'est fusionnel et en fait, en posant ça sur le papier, j'ai pu me rendre compte que moi-même, c'était le cas également pour ma fille. En fait, on avait une relation à la fois fusionnelle, mais à la fois conflictuelle parce que, bah, elle venait tellement agiter, moi, d'un point de vue émotionnel que je n'arrivais même plus moi-même à les comprendre, mes émotions et en fait, très fusionnelle avec son papa et en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Mais non, non, en fait, je veux pas ça du tout. Je ne veux pas d'une relation ultra fusionnelle qui fait que, du coup, ça vient l'étouffer, mais je ne veux pas non plus d'une relation conflictuelle parce que moi, je sais que en tant que maman, ressentir ce genre d'émotion, ça serait pas OK pour moi, en fait, ça me blesserait beaucoup trop. Donc c'est ce qui est venu me mettre en lumière aussi ce rôle, qu'on a nous en tant que parents, d'aller mettre un peu, en avant, tout ça. Il peut y avoir aussi des colères, des peurs transmises de génération en génération. Il y a tellement d'événements de vie, pardon, possibles que, bah, du coup, ça peut être, aussi, transgénérationnel, bien plus haut. Et enfin pour terminer, je parlerai donc, comme je vous disais, de cette envie, de devenir maman, puisque je l'ai vécu également avec le SOPK, qui peut provoquer des infertilités. Là, c'est intéressant aussi déjà de se mettre à explorer ce lien qu'on a avec le parent, parce que, bah, parfois il y a des histoires de famille, des IVG, des IMG, des deuils parentaux
justement des rôles de parents, qui ont été peut-être difficiles, des postpartum difficiles et donc du coup, peur d'avoir un enfant, peur d'être dans le comportement qu'on a reçu de nos parents aussi. Ça je peux le voir surtout avec le SOPK. Moi, c'est ce que je mets en lumière, c'est qu'il y a eu un conflit avec un parent et du coup, on n'a pas envie nous-mêmes de devenir parents parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait, transmettre ou ce qu'on pourrait, quel parent on pourrait être. Et puis du coup, ça viendrait aussi mettre en lumière peut-être des émotions, transgénérationnelles non résolues. Voilà. Alors je vous ai fait vraiment un super condensé assez très réduit et comme je vous ai dit, il y a tellement de pistes et c'est vraiment pour dire de vous permettre un dézoomage, si je peux utiliser ce terme-là parce que voilà, dézoomer la situation, parce que, bah, chaque défi, que vous rencontrez dans votre relation avec vos enfants, c'est vraiment une opportunité de guérison et j'ai pu lire une fois qu'en plus, en plus de faire ça donc pour nos enfants, mais vous le faites d'abord pour vous, c'est vraiment pour vous d'abord. En plus de le faire pour vos enfants, on le fait pour 7 générations avant nous et 7 générations après nous. Alors je n'ai pas retrouvé la source pour pouvoir vous l'envoyer, mais en tout cas j'ai, pu, alors je vais essayer de vous, montrer en faisant un petit partage, d'écran. J'espère que vous la voyez bien. En fait, cette image-là, vous pouvez la retrouver sur internet et puis si jamais vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, on pourra voilà, je pourrais vous donner, la source. En fait, quand on attend une petite fille, mais en fait, bah, on devient maman, donc forcément, on a déjà dans le ventre de notre mère, on a déjà tous nos ovocytes. Quand on est, on a déjà nos ovocytes, prêts pour justement, bah, cette grossesse. Donc du coup, vous pouvez voir, hein, moi, je peux être cette petite cellule-là à l'intérieur de ma mère qui est dans le ventre de ma grand-mère, du coup. D'où le fait que les émotions transgénérationnelles sont aussi des petits paquets, qu'on transmet involontairement. Il y a toujours de l'inconscient dedans. Et je voulais aussi rajouter que j'ai lu, dernièrement que, en épigénétique, ça a été prouvé que en fait, une émotion non résolue, un trauma, une thématique, qu'on n'a pas forcément abordée, vient créer une modification au niveau du génome. Alors, il vient pas créer une modification, pardon, je me reprends. C'est pas une modification et il vient s'ajouter au génome et donc du coup, c'est transmis. Donc ça fait notre petit en fait, quand on est, on a notre petit baluchon, toujours encore une fois inconscient, mais voilà, on a notre petit baluchon qui est là, présent. Voilà. Ça, c'est mon message de fin. Pour éviter justement, parce on prône beaucoup, l'accompagnement, la bienveillance de nos enfants et on voilà, nous-mêmes, parfois, on n'a pas forcément été respectés, parce que, bah, il y a aussi la vie, hein, il y a la vie, il y a tout son lot, enfin, il y a plein, plein de choses. Et il y a parfois des schémas qu'on n'a pas du tout envie de retranscrire et donc bah, peut-être que c'est vous là, justement ici et que ça s'arrête là, ici, en fait. Ça s'arrête à ces personnes qui sont là sur la conférence et puis de transmettre justement, voilà comment dire? Des mots, des informations pour que les personnes puissent être pleinement elles-mêmes et pleinement, authentiques. Hop, ça c'est mon message de fin parce que c'est hyper important pour moi de vous transmettre ça. Et donc du coup, en vous engageant sur ce chemin, bah, vous avez la possibilité de briser ces cycles de répétition et d'offrir aux enfants un espace pour se développer pleinement. L'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence, et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.